Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ouvre aujourd'hui un nouveau vlog lecture. Je sais absolument pas combien de temps il va durer, que ce soit pour vous en vidéo ou pour moi pendant le tournage. En réalité, je me lance dans ce vlog lecture puisque jusqu'à hier soir, je lisais Hamnet de Maggie O'Farrell, un livre que j'avais glissé dans ma pile à lire ultime de 2024. Ça faisait je pense un an et demi facile que je voulais le lire, que j'entendais que des super bons retours, que la plume était incroyable, bref. Je voulais absolument le lire et me faire ma propre idée. Malheureusement, ça doit faire bien une semaine que je le traîne et je suis pas investie. Je suis à la page 217 sur 355, donc j'ai quand même pas mal lu, hein. J'ai dépassé la moitié, mais vraiment il n'y a rien à faire, je suis pas investie émotionnellement, je suis pas attachée au personnage, l'histoire avance pas, je me force même à le lire, du coup je me dis que même si j'ai envie de savoir la fin, je crois que ça vaut pas la peine que je continue à me forcer en fait, d'autant plus que j'ai l'impression que je sens la panne de lecture arriver. Je vous ai même fait une story Instagram hier soir pour vous dire que je pensais l'abandonner et puis la nuit porte conseil et ce matin je me suis dit je laisse tomber. Je laisse tomber, tant pis. De toute façon je peux aller voir sur internet la fin parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe après, mais j'ai pas envie de lire encore tout ça et de me le traîner pendant encore quasiment une semaine, c'est inutile. Donc, je le laisse tomber, comme ça je peux le ramener en plus à la médiathèque. Ce qui est bête, c'est que je devais le rendre aujourd'hui, on est le 2 mai, et hier soir je me suis dit, je vais prolonger quand même mon emprunt pour pouvoir le terminer. Et juste après ça, je me suis rendu compte que en réalité j'ai pas tant envie de le finir que ça. Bref, j'abandonne Hamnet, ça fait un peu mal au cœur de le lire, mais j'abandonne. Et du coup, dans les stories suivantes sur Instagram toujours, je vous ai demandé de choisir pour moi ma prochaine lecture, puisque je me suis dit que le meilleur moyen pour moi, en ce moment du moins, pour éviter une panne de lecture, c'est encore de retrouver un univers que je connais déjà, des personnages que je connais déjà, que je sais que je vais apprécier. Je vais apprécier l'intrigue, je vais apprécier les relations entre personnages. Bref, j'ai envie de quelque chose qui va plus m'accrocher et que je connais déjà un peu. Donc je me suis dit que le meilleur moyen, c'était encore de me lancer dans une suite de séries. Je vous ai proposé 3 titres. Le premier, c'est le tome 2 de Fleur de Caux. Donc c'est la suite et fin puisque c'est une duologie qui est écrite par Laetitia Danaé. Donc c'est une duologie francophone. C'est de la fantaisie d'inspiration africaine. Le premier tome avait été super sympa, un petit peu long parce que c'est quand même écrit assez petit, mais c'était vraiment chouette. La deuxième option que je vous ai proposée, c'est Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan. Encore une fois, j'ai l'impression que je vous le présente à un petit peu toutes les vidéos. Là aussi, suite et fin de duologie. Le premier tome, c'était Celle qui devint le soleil, que j'avais beaucoup apprécié. Et là, on est dans du roman historique avec une pointe de fantastique. Donc avec ce titre-là, je pourrais aussi terminer une duologie. Et enfin, le troisième titre que je vous ai proposé, là pour le coup, c'est toujours un tome 2, mais c'est pas la fin, c'est juste une suite puisque c'est une saga sur 4 tomes. C'est le tome 2 donc du livre des terres bannies de John Gwynne, le tome 2 Bravoure, qui est tellement lourd que sur la photo j'ai dû le prendre avec 2 mains parce que je pouvais pas prendre à la fois la photo et le tenir. Bref, là aussi un sacré pavé finalement, mais hyper prenant. Là pour le coup on est dans de la fantaisie d'inspiration médiévale viking. Le premier tome avait été encore une fois trop bien. Et voilà, j'ai là aussi toujours très hâte de retrouver les personnages. Bref, c'est vous qui choisissez sur Instagram. Pour le coup, en fait, vous avez déjà choisi puisque j'ai posté le vote vers 8h, 8h30 et je vous avais dit je vous laisse jusqu'à midi. Finalement, je vous ai laissé jusqu'à 13h, mais du coup, je viens de clôturer le vote et c'est étonnamment Fleur de Caux, le tome 2 qui a été élu. Et avec une majorité écrasante d'ailleurs. Je suis très étonnée puisque j'ai l'impression que c'est celui dont on entend le moins parler finalement sur les réseaux. Et moi aussi, j'en parle pas beaucoup comparé aux 2 autres, mais pour le coup, vous avez été une très grande majorité à voter pour celui-ci. Donc je vais commencer ce vlog anti-panne de lecture finalement
avec Fleur d'Oko. Pour rappel, on est ici dans de la fantaisie d'inspiration africaine et on va suivre notre personnage principal Oko qui a des pouvoirs magiques. Ce qui est un peu bizarre puisque dans ce monde-là, seuls les hommes ont la capacité d'avoir des pouvoirs magiques. Mais elle, jeune fille, eh bien, elle les a. Bref, elle se retrouve à devenir aspirante auprès de l'envoûteur de la cour royale puisqu'il cherche un successeur, une successeuse peut-être. Et donc dans le tome 1, on la suivait à l'école à apprendre les différents langages puisque Oko, elle maîtrise le langage des fleurs, donc la magie des fleurs, mais il y a d'autres magies qu'elle doit apprendre à maîtriser finalement. C'était super sympa, il y avait pas mal d'intrigues politiques, histoire de cours, puis il y a une autre intrigue qui touche de plus près notre personnage d'Oko. Le tome 1 se terminait sur pas forcément un plot twist, mais il y avait des événements assez importants qui se passaient à la fin du tome 1. Quand j'ai fini ma lecture du tome 1, j'avais besoin du tome 2 tout de suite, mais il n'était pas encore sorti. Depuis, je l'ai acheté le jour de sa sortie et il traîne dans ma pile à lire, c'est inadmissible. Donc grâce à vous, je vais me lancer cet après-midi. J'ai juste un peu de montage à faire pour une vidéo YouTube et après je vais me lancer. Je viens de finir le montage de ma vidéo et je commence à avoir un peu mal à la tête. Pas mal à la tête même. Donc, petit café, enfin, déca. Je vais me poser sous mon plaid et je vais commencer à lire. Bon, et le temps que mon café refroidisse un peu, je me dis pourquoi pas vous faire un tout petit résumé de ce qui se passe dans le tome 1 de Fleur d'Oko, qui est juste là. Je l'avais lu, je crois, l'été dernier. Du coup, j'ai un peu peur d'avoir oublié des détails qui seront importants dans le tome 2. Je vais vous lire le résumé tout de suite, ça sera un peu plus clair. On nous dit « Dans le royaume de Sangaré, la magie est réservée aux hommes. Mais Oko est une jeune femme spéciale, elle parle le langage des fleurs. Quand elle apprend que le grand sorcier Sumauro, envoûteur à la cour, cherche un aspirant, Oko s'enfuit pour tenter sa chance et accéder à un monde meilleur. Sélectionnée et emmenée au palais d'ivoire, Oko déchante. La jeune magicienne n'est pas la seule à posséder un don unique. Au total, 20 candidats, filles et garçons, ont été réunis pour participer à 4 cycles dans lesquels chacun devra apprendre à maîtriser les 4 magies ancestrales, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, le successeur. Entre magie, compétition, intrigue à la cour, ruse et coup bas, à qui Oko pourra-t-elle se fier dans sa quête d'émancipation? En fait, c'est une duologie façon roman d'apprentissage puisqu'on rencontre Oko au tout début. C'est une adolescente, on sait pas trop quel âge elle a, mais elle doit avoir une quinzaine d'années, ou peut-être 18 à tout casser, mais enfin, elle est quand même assez jeune. Et elle sait pas grand-chose de la vie puisqu'elle vit avec, je sais plus si c'est sa grand-mère ou sa grand-tante. De mémoire, son père est porté disparu ou mort, je sais plus bien, et sa mère l'a plus ou moins abandonné à cette personne âgée qui fait partie de la famille. On sait pas pourquoi sa mère l'a abandonnée. On nous sous-entend que elle n'a pas vraiment été abandonnée, qu'elle a été laissée pour garantir sa sécurité et son éducation, mais que sa mère allait revenir, sauf que elle est jamais revenue et on sait pas trop pourquoi, mais je pense que c'est cette fameuse intrigue qui touche notre personnage d'Oko et qui peut avoir sa résolution dans le tome 2 par rapport à ce qui se passe au Palais d'Ivoire, à la cour et à toutes ces intrigues politiques et royales. Et c'est aussi pour ça que ça m'avait vachement plu. Bref, quand on suit Oko, finalement elle découvre un peu la vie parce qu'elle sait pas se faire des amis, elle sait pas ce que c'est que d'avoir des amis, elle sait pas ce que c'est que de faire confiance à des gens, de partager des choses, puisque la personne qui l'a gardée chez elle, qui l'a traitée un peu comme une boniche, elle avait pas des rapports positifs avec, du coup c'est un peu compliqué pour elle au niveau social. Mais dans ce tome 1, elle se fait des amis et elle apprend aussi que être gentille tout le temps, c'est pas forcément le meilleur des moyens pour s'en sortir dans la vie. Bref, c'est une histoire qui est hyper sympa parce que tout ce côté magie, école de magie, intrigue royale, politique, moi j'adore. Et surtout, comme c'est inspiré de contes africains, que c'est vraiment un univers d'inspiration africaine, ça se ressent énormément dans tout cet univers et ce folklore qu'on nous présente finalement, même au niveau des couleurs, des tissus, enfin
En fait, j'ai l'impression qu'on fait un peu appel à nos cinq sens dans ce roman. Enfin, du moins, c'était la sensation que j'avais avec le premier tome. J'espère que c'est ce que je vais retrouver dans le deuxième. Parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. En fait, je me sens encore plus plongée dans l'histoire. J'ai l'impression d'être à côté des personnages. Bref, ça aussi, c'était un côté que j'avais énormément apprécié. Et dans le tome 1, eh bien, comme on l'a dit sur la 4e de couverture, il y a 4 cycles différents pour apprendre à maîtriser les 4 magies ancestrales. Et du coup, à la fin de chaque cycle, il y a un peu comme une épreuve. Et ceux qui passent pas l'épreuve, ben, du coup, ils sont virés de l'école et ils passent pas au cycle suivant. Et ça, c'était quelque chose que j'avais aussi beaucoup apprécié puisque finalement, on découvrait en même temps Coco les autres magies ancestrales et la façon de les maîtriser. Bref, comme je vous l'ai dit, à la fin du tome 1, il se passait pas mal de choses. Il faut savoir que dans cet univers, la menace principale s'appelle la brousse. Alors c'est pas un personnage, enfin du moins c'est pas comme ça qu'on nous le présente, mais c'est pas un personnage physique, c'est pas un royaume vraiment, c'est vraiment un peu comme une entité, comme un monstre. La brume, c'est finalement un espèce de brouillard qui avance et qui grignote de plus en plus le royaume de Sangaré. Et les hommes du royaume sont très régulièrement envoyés, un peu comme envoyés à la guerre, envoyés au front pour combattre ces espèces de monstres, cette espèce d'entité qui est la brousse. Sauf que ils reviennent jamais. Et donc à la fin du tome 1, il s'était passé pas mal de choses au Palais d'Ivoire, plus ou moins en rapport avec la brousse. Je ne vous dirai pas pour ne pas vous spoiler si jamais vous souhaitez le lire, mais du coup voilà, il se passait énormément de choses. J'avais aussi la sensation que notre envoûteur avait quelque chose à voir là-dedans et que potentiellement la grand-mère, grand-tante, je sais plus bien, avait aussi quelque chose à voir là-dedans. Bref, que des suppositions et j'ai donc hâte de découvrir la suite avec le tome 2. D'ailleurs, dernière petite chose, et après je me mets à ma lecture, c'est un peu une supposition de ma part, c'est par rapport aux couvertures, puisque là sur le tome 1, on voit pas Oko, mais on la voit plutôt sur la tranche, et je sais pas si vous voyez bien, mais en fait c'est une jeune fille. On voit bien que c'est une adolescente, une très très jeune femme, et c'est le cas dans ce tome 1. Par contre, du coup, sur le tome 2, on la retrouve directement sur la première de couverture, et c'est une femme, c'est une adulte. Alors, à moins que ce soit un autre personnage qu'on va découvrir dans le tome 2, un autre personnage féminin qui du coup serait plus âgé qu'Oko, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que du coup, si c'est elle, eh bien on va avoir un peu un saut dans le temps entre le tome 1 et le tome 2, puisque ici c'est une jeune fille, et là, si c'est Oko, c'est clairement une adulte. Bref, trêve de blabla, je retourne à Sangaré. Les petits chats, on est le lendemain, j'ai avancé dans ma lecture du tome 2 de Fleur d'Oko. Je suis au chapitre 15 à la page 104. J'ai pas avancé autant que ce que je vous lis puisque l'après-midi j'avais voulu commencer à le lire et puis finalement la migraine a commencé à s'installer gentiment et je me suis endormie. Enfin j'ai essayé de dormir puisque j'étais épuisée, j'arrivais pas à lire sans que mes yeux se ferment tout seuls. Donc j'avais décidé d'abandonner pour le moment et juste me coucher. J'ai jamais réussi à m'endormir, mais du coup ça a été une après-midi de grosse flemme et je lisais de temps en temps, mais dès que je commençais à lire, mes yeux me disaient non, dodo. Bref, j'ai quand même avancé 100 pages, c'est pas mal. Je crois que ce titre fait 600 pages. Oui c'est ça, un petit peu moins de 600 pages, 588 précisément. Donc je suis à un 6e, un petit peu plus qu'un 6e d'ailleurs, et c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'avais à vous dire là-dessus? J'avais pris des notes hier soir. Oui, je me suis noté que dans ce tome 2, on reprend l'intrigue tout de suite après les événements du tome 1 et pour le coup j'ai eu un petit peu de mal à me resituer parce que on n'a pas de résumé de ce qui s'est passé dans le tome 1 et on n'a pas au niveau narratif de l'histoire, on n'a pas de rappel des personnages en mettant, je sais pas, par exemple Sumaoro, l'envoûteur principal de la cour d'Ivoire, patati patata.
On n'a pas de rappel au niveau des caractéristiques physiques, des caractéristiques au niveau des pouvoirs des personnages et du coup j'ai eu énormément de mal à resituer quand on parlait de tel ou tel personnage. D'ailleurs c'est toujours le cas puisque je me souviens plus des prénoms des personnages et de leur situation vis-à-vis d'Oko. Donc pour ça j'ai un petit peu de mal. Par contre au niveau de l'histoire, eh ben ça avance plutôt pas mal d'ailleurs. On retrouve Oko, je peux pas trop vous dire dans quelle situation, mais elle continue son apprentissage des différentes magies. Et là, donc, elle a commencé l'apprentissage de la magie jaune, qui est une magie un peu comme de manipulation de la réalité, de la perception de la réalité qu'on peut avoir. D'ailleurs, il y a une conversation qui est assez intéressante entre Oko et un autre personnage qu'on rencontre dans ce tome 2. Justement, une conversation sur la perception qu'on a, sur la relativité de la perception, parce que ce que moi je vois, ce que moi je ressens en regardant telle chose, c'est pas forcément ce que vous allez voir, ou ce que vous allez ressentir en regardant exactement la même chose. Et c'est une conversation que j'ai trouvée assez sympa, peut-être pas assez creusée, pas assez prolongée, mais en même temps c'est tout le sujet de la magie jaune, donc je pense que sur la moitié du livre, parce que je vois bien que vers la moitié on passe à la quatrième magie, au quatrième cycle. Bref, je pense qu'on aura de nouveau cette conversation là-dessus et je trouve ça hyper intéressant. On en découvre aussi un petit peu plus sur le royaume de Sangaré et sa mythologie, son histoire avec un grand H. Là aussi, c'est aussi pas mal intéressant et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette update de mes 100 premières pages de Fleur Godoko tome 2. Je voulais aussi vous dire que je vais profiter de ce vlog pour commencer une lecture audio parce que je pense que je vais devoir lire ce livre dans le cadre de mon challenge Babelio. Enfin, je dis devoir, je suis pas obligée de le lire, mais pour ma propre expérience personnelle de challenge, j'ai envie de le lire, même si il me fait pas envie en réalité. Bref, je pense que vous comprenez. Et j'ai décidé de me lancer dans cette lecture audio puisque c'est un gros pavé qui de base ne m'intéresse pas parce que c'est un genre qui ne m'intéresse pas et l'histoire ne m'intéresse pas forcément. Mais comme je vous le disais, je le lirai quand même dans le cadre de mon challenge. Donc autant le commencer maintenant puisque je suis quasi sûre qu'il va faire partie de la sélection. J'arrive pas à retrouver mon appli, voilà. Comme je vous le disais, c'est un gros pavé, je l'ai trouvé sur Audible, donc j'ai relancé mon compte Audible, je l'avais mis en pause parce que j'écoute pas tout le temps des livres audio, donc je veux pas acheter tous les mois un crédit audio, mais là je l'ai repris parce que je me suis dit que c'était plus intéressant pour moi de me le lancer en lecture audio et de l'acheter en audio plutôt que de l'acheter en physique et de passer 20-24 heures à le lire, puisque je vois qu'en audio il fait 21 heures et 22 minutes. Pour moi, c'est absolument impossible que je me lance dans une lecture qui m'intéresse très moyennement et que je passe plus de 20 heures dessus. Donc autant le lancer en audio et continuer mon puzzle que j'ai abandonné et continuer mon ménage en l'écoutant, conduire par-ci par-là en l'écoutant. Bref, je me lance dans Fourth Wing et je viens de voir que je l'ai acheté en anglais alors que j'ai pas arrêté. J'ai eu une galère ce matin, j'ai essayé de l'acheter plusieurs fois, ça marchait pas, j'ai redémarré mon téléphone, ça marchait pas. À chaque fois je cliquais pour l'avoir en version français et là j'ai réussi à l'avoir et je me rends compte avec vous en direct que je l'ai acheté en anglais. Je suis un boulet, je suis un boulet. C'est pas grave, hein, je suis pas sûre que je puisse le rendre en me disant je me suis trompée, je le voulais en français. Donc c'est pas grave, on va l'écouter en anglais. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis trop déçue d'être un tel boulet, mais bon, je crois que j'ai pas le choix en réalité, donc tant pis, je l'écouterai en anglais. Donc je vais profiter de ce vlog pour commencer à découvrir Fourth Wing de Rebecca Yarros en anglais, donc écoutez, c'est pas grave, faut voir le positif, ça va me faire travailler mon accent anglais. Je suis pas hyper emballée, hein, comme vous le voyez, mais bon, j'essaie de prendre le positif. Bref, tant pis, c'est de ma faute. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Là, on est vendredi. Je vais aller chez mes parents parce que j'y suis pas allée. Mon week-end, en gros, il est décalé. Je suis en week-end le jeudi et le vendredi en ce moment. Et du coup, d'habitude, je randonne avec ma maman. Mais hier, il faisait super moche, on n'a pas randonné. Et aujourd'hui, on fête l'anniversaire de ma sœur. Donc, pas de randonnée non plus. Et plutôt un gros repas. Enfin, gros repas, je sais pas, en fait, on va être pas très nombreux. Mais il y aura un gâteau, forcément. Donc, pour moi, c'est un gros repas.
Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour ma petite sœur parce qu'elle avait demandé des livres et je les ai pas encore emballés exprès pour pouvoir vous montrer. C'est des livres qui, je pense, vont pas mal m'intéresser. Enfin, du coup, j'avais un peu mon radar dessus et c'est elle qui s'est lancée à lire le premier livre, enfin un des livres de cette collection de chez 10-18, la collection True Crime. Donc elle a lu, je sais plus lequel elle a lu. Oui voilà, je crois qu'elle a lu l'affaire du Golden State Killer de William Thorpe. Donc là je vais vous mettre l'image ici. Elle m'a pas forcément dit ce qu'elle en pensait, mais vu qu'elle a demandé pour son anniversaire les autres titres de la même collection et que je lui ai pris, je pense que ça vaut carrément le coup. Donc du coup, là j'ai déjà reçu, ici c'est l'affaire Emmett Till, écrit par J.M. Potter de ce côté-ci, et en fait il est lié parce que j'ai pris un autre, et là pour le coup vous avez que la 4e de couverture. C'est l'affaire Alice Crimmins qui est écrit cette fois-ci par Anaïs Renevier. Donc ce sont des romans de true crime, ça reprend donc des histoires, des faits divers qui se sont réellement passés, où il y a peut-être même eu des procès, je sais pas, j'ai pas creusé plus que ça, parce que c'est le genre de titre où j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de lire la 4e de couverture, je veux juste découvrir, me lancer dans ma lecture et découvrir au fur et à mesure. Bref, j'ai ces deux-là, et elle avait demandé un 3e qui est les meurtres du Low Country, je crois. Pareil, je vais vous mettre la photo juste ici. Il était dans un autre colis, puisque j'ai commandé les 3 en même temps, mais j'ai reçu les 2 premiers ensemble, et le 3e n'était pas encore disponible. Du coup, je l'ai reçu hier, et je vais y retourner donc ce matin pour le récupérer avant d'aller à l'anniversaire. Et puis, je vais en profiter pour faire un petit tour dans le centre culturel et voir s'il n'y a pas des titres qui sont sortis hier et que j'attends avec impatience qui sont en rayon, puisque j'y suis allée hier et ils n'y étaient pas. Donc j'espère qu'ils ont eu le temps de les mettre en rayon et que je puisse les acheter. On va bien voir. Autrement, il faut aussi que je passe à la médiathèque et que je rende Hamnet. Je sais pas où il est passé. Je l'avais dans les mains il y a 2 minutes, je sais pas où il est. Mais du coup, il faut que je rende Hamnet et que je récupère une nouvelle réservation de la médiathèque. J'ai trop hâte. Bon, petit update dans la voiture. Je suis pas du tout à l'aise parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Mais je viens de récupérer le colis pour ma petite sœur. Et surtout, je reviens pas les mains vides. J'ai 3 titres à vous montrer. J'ai été allée exprès hier, le 2 mai, parce que c'était leur jour de sortie. Mais du coup, ils n'avaient pas eu le temps de les mettre en rayon encore. Je crois peut-être même ils les avaient pas encore reçus, j'en sais rien. J'étais là à l'ouverture, du coup, c'est normal que je les trouvais pas. Et il y avait du monde, j'avais pas envie de leur demander. Et comme de toute façon, je devais revenir récupérer le colis pour ma sœur, ben je me suis dit c'est pas grave, je regarderai demain. Et du coup, avant de récupérer le colis, j'en ai profité pour faire un tour dans les rayons. J'ai trouvé tout de suite l'un des 3 titres que je voulais. Le nouveau Ali Elzaoud, je suis trop contente. Par contre, est-ce qu'on en parle de la pastille TikTok qui va s'arracher très difficilement, qui va laisser une trace? Je suis dégoûtée. Les éditions Hauteville, on en a déjà parlé. Il faut arrêter ça. Ça, il faut arrêter. Ou alors, il faut faire une pastille qui s'enlève très facilement. Mais ça, c'est dégueulasse. Faut arrêter. Bref, du coup, j'ai trop hâte parce que celui-ci, le résumé me fait encore plus envie que les 2 autres que j'ai déjà lus, The Love Hypothesis et Love on the Brain, et j'avais quand même adoré. Du coup, celui-ci, comme l'intrigue me plaît encore plus, la trope me plaît encore plus, j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, qui est sorti hier toujours et qui est une sortie ultra attendue, que je voulais lire déjà en anglais et j'ai préféré attendre la version française. Yellowface de R.F. Kuang. Là aussi je suis trop contente, en fait il était pas en rayon. Alors autant le premier Love Theoretically, il était en rayon, je l'ai trouvé tout de suite, il était même en tête de gondole. Par contre les 2 autres que je vais vous présenter, dont Yellowface juste ici, il n'était pas encore en rayon. Et quand je leur ai demandé, tout de suite la fille elle l'a trouvé, mais en version brochée, en version dure, avec le jaspage. Et alors oui, il est trop beau. Par contre ça coûte bien 5 € de plus et du coup ça m'intéresse pas moi. Donc elle est allée voir dans sa réserve, elle en a trouvé un en tout souple comme ça, qui coûte quand même moins cher, il est à 18,90 €. Je suis trop contente, je lui ai dit c'est bon, il est pour moi, je vous le prends. Et voilà, je suis trop contente. Je pense que pareil, il va pas faire long feu, d'autant plus qu'il a pas l'air d'être très long, et on dirait qu'il fait 350 pages, même pas. Je suis trop pressée. Ce serait la première fois que je lirai du Rebecca Kuang, parce que j'ai pas encore lu Babel et j'ai jamais lu La Guerre du Pavot. De toute façon, il y a qu'un seul tome sur les 3 qui sont sortis en français. Bref, je vais me lancer
très bientôt je pense. Et enfin le titre principal que je voulais absolument, c'était celui, je repartais pas sans, ou alors je le commandais. D'ailleurs j'avais participé à un concours sur Instagram parce que la maison d'édition proposait de le gagner et du coup j'avais attendu de savoir si c'était moi qui avais gagné ou pas, mais malheureusement c'était pas moi. C'est pas grave, bravo à la personne qui avait gagné, mais du coup les éditions Sonatine ont sorti un nouveau titre qui me fait ultra envie. Et en plus, il est trop beau. Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Ici, je vais vous lire une partie du résumé. Vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi ça m'intrigue. La petite phrase de présentation, c'est « Imaginez l'improbable rencontre de Jules Verne et Stephen King dans le Snowpiercer. Et vous aurez le roman le plus jubilatoire de l'année. » Et la phrase de fin, puisque du coup le résumé est trop long, je vais pas vous le lire. La phrase de fin, c'est « Défiant tous les genres, de l'aventure à l'horreur en passant par le thriller historique, Sarah Brooks nous offre avec ce premier roman subjugant un voyage plein de mystère et de suspense. Un régal de lecture qui nous rappelle à quel point la littérature peut être magique. » Et du coup, moi, c'est ça qui m'intriguait. Déjà, un voyage en train, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, si j'en ai déjà parlé, mais je suis ultra fan de voyage en train, j'adore ça. Et l'un de mes rêves dans la vie, l'un de mes objectifs de vie, c'est de voyager sur le Transmongol, la ligne qui part de Moscou, qui traverse une grande partie de la Russie, qui traverse la Mongolie et qui traverse une partie de la Chine qui va jusqu'à Pékin, ou alors dans le sens inverse, hein, Pékin-Moscou. Bref, c'est l'un de mes objectifs de vie et c'est ce qui se passe ici. Et en plus de ça, on est dans un roman d'aventure avec de l'horreur et du thriller historique, bref, un mélange de genres. Moi en général j'aime bien les mélanges de genres. L'un des titres que j'avais énormément apprécié des éditions Sonatine, qui était aussi un mélange de genres, c'était La Reine du Noir, qui était trop bien. D'ailleurs on retrouve un petit peu, pas forcément les mêmes vibes au niveau de la couverture, mais c'est un peu la même façon au niveau du travail éditorial. Bref, je pense que vous comprenez, je vais vous mettre la couverture ici de La Reine du Noir, comme ça vous aurez le visuel et vous comprendrez peut-être un peu mieux de quoi je veux parler. Bref, je suis trop contente, c'était les 3 titres que je voulais absolument m'acheter, même si j'avoue que j'aurais pu peut-être me passer du nouveau Ali Hazelwood parce que je pense qu'il sera très rapidement à la médiathèque et que du coup j'aurais pu l'emprunter gratuitement, mais voilà, il est trop beau et j'adore Ali Hazelwood, du coup je suis contente aussi de pouvoir soutenir son travail. Dans tous les cas, je suis soulagée de 60 €. Oui, parce que le Yellowface c'était 19 €. Le Ali Hazelwood il est à 19,95 €, donc presque 20 €. Et c'est surtout le nouveau Sonatine qui est plus cher, il est à 23,90 €. Mais du coup je m'en fous, j'adore les éditions Sonatine, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Du coup voilà, c'est pareil. Même si ça me fait un peu mal de sortir 60 balles en tout, je suis contente de soutenir le travail des auteurs, des autrices et des maisons d'édition. Donc voilà, je suis trop contente. Il est temps que je me mette en route parce qu'il faut toujours que je passe à la médiathèque et que j'arrive du coup chez mes parents pour le repas pour ma sœur. Et voilà, je reviens de la médiathèque et j'ai récupéré mon emprunt de la semaine, L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Du coup, je vais pouvoir avancer dans ma pile à lire pré-challenge Babelio. Coucou, je vous retrouve, on est le 7 mai. Je viens de passer une semaine, pas compliquée, mais une semaine de folie au travail. Et surtout, aujourd'hui, ça a été hyper stressant, hyper... pas forcément angoissant, mais c'est juste, j'ai été submergée de travail et voilà. J'ai besoin de souffler, de penser à moi, de décrocher un peu mon cerveau et mon corps du boulot. Du coup, je vous fais un petit update lecture et après, je pense que je vais aller lire et essayer de décrocher. Ça fait un moment que je veux vous parler de Fleur d'Oko 2, puisque j'ai quand même pas mal avancé dans ma lecture. Là, je suis à la page 293 au chapitre 57. Non, n'importe quoi, page 393. J'ai dit 293, non, bref. J'en suis ici, donc il me reste tout ça à lire. J'ai quand même pas mal avancé dans ce pavé de presque 600 pages. Je crois que quand je vous en ai parlé l'autre fois, je vous disais qu'on avait potentiellement une petite intrigue avec la mère d'Oko, qu'on savait pas ce qu'elle était devenue, mais que il y aurait peut-être un petit quelque chose. Sans vouloir spoiler ou dévoiler quoi que ce soit, je peux juste vous dire que on avance un petit peu plus dans ce pan de la vie d'Oko. On a un peu des nouvelles de sa maman, mais sans trop en avoir non plus. Et on avance aussi énormément sur l'intrigue politique royale principale. Et autrement, j'avoue que c'est quand même assez compliqué de vous en parler, sachant que je suis quand même pas mal dans l'histoire. Et surtout, comme c'est un tome 2, c'est vraiment compliqué de vous en parler sans vous spoiler ni le tome 1, ni ce qui se passe ici dans ce tome 2.
Bref, je peux juste vous dire que l'univers est hyper dense, hyper riche et ça fait trop plaisir. J'adore être plongée là-dedans, j'adore. En fait, j'ai l'impression d'y être en fait. J'ai l'impression de sentir les odeurs que Oko sent, de voir les couleurs qu'elle voit. Bref, je peux pas dire que je suis à fond dans mon histoire, dans ma lecture, mais j'ai l'impression de faire partie de l'univers que nous dépeint Laetitia Danaé. Ah oui, et on a aussi toujours pas mal, pas forcément d'intrigues politiques, mais en fait on sait toujours pas à qui on peut se fier, à qui on peut confier des secrets, de qui on doit se méfier, et je trouve ça trop chouette parce que c'est toujours, on a un suspense qui est présent, même si forcément, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, il y a des choses qui se dévoilent. Je suis quand même à presque un tiers de la fin. Et il y a toujours plein de choses qui sont pas révélées, qui sont toujours mystérieuses. Je trouve ça trop cool. Bref, il me reste environ 200 pages à lire. Clairement, je les lirai pas ce soir. Si j'en lis une cinquantaine, c'est vraiment le bout du monde déjà parce que je pense qu'avec la journée que je viens de passer, je vais pas faire long feu. D'ailleurs, j'ai une migraine qui commence à pointer le bout de son nez, mais voilà. Ce que je peux vous dire pour ce tome 2 de Fleur d'Oko, j'ai avancé mais je ne peux pas vous en dire grand chose, désolée. Je voulais aussi vous dire que Fourth Wing, petite mise à jour. En fait, j'ai réussi à passer sur la version française de Fourth Wing. J'ai réussi à me faire rembourser mon crédit audio via Audible et du coup à le redépenser tout de suite après pour acheter la version française. Donc ouf, je ne suis pas condamnée à écouter la version anglaise audio de Fourth Wing et heureusement parce que j'aurais carrément pas accroché dans le sens où déjà en français j'ai un peu pas mal de mal à accrocher, donc je pense qu'en anglais j'aurais carrément déconnecté, je serais passée honnêtement à côté de pas mal de détails, pas mal de vocabulaire ou de description, donc je suis contente d'être passée en français. Ceci dit, la version française fait 22 heures, donc 1 heure de plus que la version anglaise. Et eh bien, il me reste 15 heures de lecture, c'est-à-dire que j'ai déjà écouté 7 heures, donc un tiers du livre. Et vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'ai levé les yeux au ciel, où j'ai été exaspérée parce que, forcément, je le savais, hein, je savais que c'était pas une lecture qui allait me plaire, mais c'est du young adult ou du new adult peut-être, mais c'est pas de la fantasy adulte, donc forcément je suis pas le public visé et ça s'en ressent dans la façon de parler, la façon de se comporter des personnages. J'ai l'impression d'être au lycée et c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse personnellement. Je le savais, je m'en doutais et je suis quand même un peu déçue. Mais il y a aussi pas mal d'autres choses qui me chiffonnent. L'univers est pas forcément ce qui est de plus poussé, de plus creusé. Et il y a plein de choses où je me suis dit, ça n'a aucun sens. Et pour le coup, je pense pas que ce soit un spoiler, mais l'intrigue se passe dans une école militaire puisqu'on suit nos personnages qui vont faire leur formation pour entrer dans l'armée du royaume, du territoire, je sais même pas. Bref, on suit notre personnage principal qui fait son entrée dans cette académie militaire contre son gré puisque c'est sa mère qui la force à y aller. Mère qui est une chef militaire assez importante. Notre héroïne Violette est donc forcée d'aller à cette académie. Elle, ça fait 6 mois qu'elle le sait, ça fait 6 mois qu'elle s'entraîne pour pouvoir passer les épreuves, pour pouvoir rentrer dans l'académie. Mais tout le monde découvre le jour de l'inscription et de la première épreuve. Tout le monde, la majeure partie de sa famille, de ses amis, de ses professeurs découvre le jour J que, oh mon Dieu, elle ne va pas aller chez les scribes là où elle était censée aller et là où elle voudrait aller. Mais elle va bien chez les dragonniers passer sa formation militaire. Déjà pour moi ça fait pas de sens parce que pourquoi ça fait 6 mois que tu t'entraînes et tout le monde découvre juste le même jour ce que tu fais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus pourquoi. Alors après ça a peut-être été expliqué mais moi je suis passée à côté. En gros les dragons qui vont se lier avec les personnages de cette académie militaire vont leur donner des pouvoirs, ou plutôt certaines aptitudes magiques, certaines aptitudes spéciales. Bref, à un moment, elle nous dit, et elle le dit plusieurs fois d'ailleurs,
qu'elle a trop hâte de pouvoir utiliser la magie pour abandonner sa plume et pouvoir écrire avec des stylos. Alors je sais pas vous, mais moi j'étais un peu en mode pourquoi t'as besoin de la magie pour utiliser un stylo? Autre chose qui ne fait pas sens pour moi toujours, c'est que dans cette académie militaire, eh bien ils ont le droit de s'entretuer. Pas forcément de la même escouade, c'est-à-dire de la même classe en gros. Hein. Les camarades de classe de Violette n'ont pas le droit de la tuer. Mais tous les autres camarades de première année qui sont d'autres classes, d'autres escouades, ont le droit de la tuer, il n'y a pas de souci, aucun problème, allez-y, entretuez-vous, aucun problème. De toute façon, vous allez peut-être mourir à l'entraînement. Là aussi, pourquoi je croyais que le but c'était justement de former un maximum de personnes, de soldats pour pouvoir combattre les méchants de l'histoire, où on ne sait d'ailleurs toujours pas pourquoi ils sont méchants, pourquoi ils sont opposés. C'est juste que ces personnes-là montent des griffons. Voilà. Mystère et boule de gomme. Voilà, il y a vraiment des choses où je passe complètement à côté, mais pour le coup c'est assez divertissant dans le sens où ça me fait pas mal lever les yeux au ciel, hein, que ce soit pendant que je conduis ou pendant que je fais ma vaisselle, je suis genre en mode... Autre chose qui fait pas forcément sens, c'est que tout le monde veut tuer Violette, enfin tout le monde, beaucoup de monde veut tuer notre personnage principal Violette, mais bon, ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est juste, c'est pas forcément expliqué. Ils ont décidé que toi, t'es faible, je vais vouloir te tuer. Alors, il y a un personnage en particulier où certes, je comprends que qu'ils veuillent la tuer parce que il y a des raisons derrière. Mais là, en fait, il y a tellement de personnages qui sont contre elle juste pour le principe d'être contre elle et de vouloir l'assassiner. Je trouve ça un peu facile en fait, un peu bateau de montrer notre héroïne du doigt et de dire que tiens elle est tellement mal aimée qu'on veut la zigouiller. C'est lassant, c'est un peu... en fait j'ai l'impression d'écouter les malheurs de ma Barbie de quand j'étais petite, que je lui faisais vivre des malheurs atroces. J'ai l'impression que c'est un peu pareil avec Forthwing ici. Mais avec des dragons. D'ailleurs, il y a tellement de monde qui veut la tuer que là, au moment où je me suis arrêtée, elle vient de se battre, entre guillemets, parce que du coup, j'ai moyennement suivi, puisque j'étais pas concentrée, parce que ça me saoule un peu. Bref, elle s'est battue contre 3 de ses camarades masculins qui sont plus forts qu'elle, qui sont plus rapides qu'elle, qui sont habitués à se battre, alors qu'elle, elle s'entraîne que depuis peut-être 2 ou 3 mois. Et puis elle a réussi à les battre à pas de couture, hein, y a pas de problème. Là encore c'est un mystère, sachant qu'on nous répète, on nous rabâche très souvent que notre amie Violette, elle est ultra fragile, qu'elle sait pas se battre, qu'elle sait pas se battre, qu'elle se débrouille moyennement, qu'elle est pas la plus nulle, mais elle est pas la plus forte non plus. Bah là, oui, y a pas de problème, elle a réussi à battre 3 de ses camarades qui sont haut classés au combat. Aucun problème. Ah oui, et il y a un autre moment où j'ai écouté et je me disais non mais vraiment nul dans le sens j'ai l'impression de regarder une série Z de quand j'étais gamine. À un moment en gros elle est censée s'entraîner devant toute sa classe, passer à un combat contre quelqu'un d'autre et elle a pris pour habitude d'empoisonner un peu avant les combats ses adversaires et donc de s'en sortir très bien au combat ou à peu près bien au combat, bref de toujours gagner. Parce qu'elle les empoisonne avant, sans forcément que ça se voit, évidemment. Et donc, la scène dont je veux vous parler, c'est qu'elle se bat contre quelqu'un qu'elle n'a pas empoisonné. Et en fait, ils ont une discussion entre eux pendant le combat, où lui explique un petit peu qu'il a compris qu'il empoisonnait les gens, et elle était en mode « Ah bon, mais t'as compris ?» Bref, ils ont une petite discussion entre eux, et alors qu'ils sont au milieu d'un combat, qu'ils ont mis en pause devant toute la classe, enfin les classes, puisque là pour le coup toutes les premières années sont là, et je crois que les deuxième et troisième années aussi. Bref, il y a énormément de monde autour d'eux qui sont censés les regarder puisqu'ils sont là pour se battre. Et eux, ils ont une petite discussion sur les poisons qu'elle a utilisés, pourquoi elle les a utilisés, et lui, il lui donne des conseils. Voilà, en fait, j'ai l'impression que je pourrais vous en parler pendant super longtemps, mais juste parce que j'ai envie de me plaindre, de vous dire que je trouve ça nul, enfin nul. Je comprends après qu'il y ait plein de monde qui soit intéressé par ce livre, par cette série, mais moi j'y trouve vraiment aucun intérêt. Je trouve pas que ce soit bien écrit, je trouve pas que l'intrigue soit vraiment intéressante, que les personnages ou les relations entre personnages soient vraiment intéressantes.
En fait, je trouve ça très bateau. Je me tâte à l'arrêter parce que la perspective de passer 22 heures de ma vie à écouter un livre qui ne m'intéresse pas, et pour le coup, là, j'ai écouté un tiers et je sais que ça m'intéresse toujours pas. Le truc, c'est que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps une vidéo spoiler autour de Fourth Wing et j'avoue que ça m'avait... alors c'est pas que ça m'avait intriguée, mais le truc c'est que comme j'avais tous les spoilers, je sais ce qui se passe à la fin. Et d'habitude j'arrive à occulter ça parce que j'ai un peu un esprit qui garde pas de détails. Donc en général ça me pose aucun problème de regarder des vidéos avec des spoilers parce que je les oublie très rapidement. Le truc c'est que avec Fourth Wing ça m'a marqué. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais ça m'a marqué. Donc je sais ce qui se passe à la fin, je sais les plot twists et je sais ce qu'on attend après avec le tome 2. Et en fait j'aimerais juste savoir entre le moment où je suis et la fin du livre, qu'est-ce qui se passe, comment on amène tout ça. C'est juste pour ça que je voudrais le continuer. Mais en même temps, comme je vous disais, la perspective de passer encore 15 heures à écouter un livre qui m'intéresse pas tant que ça et qui me fait presque souffrir à l'intérieur tellement je suis en mode... mais je réagissais comme ça quand j'avais 15 ans en fait. Ouais, ça m'emballe moyen. D'ailleurs, un dernier truc qui me plaît moyennement, enfin qui me plaît pour le coup pas du tout et que je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, c'est la vulgarité des personnages parce que les coups de oh merde, oh les putains de merde, oh les... Enfin bref, plein de gros mots. Alors les gros mots ça me dérange pas, je comprends qu'on les utilise, mais il y a des limites et je trouve que là pour le coup ça n'a aucun intérêt à part de... Non, à part rien du tout, ça n'a aucun intérêt du tout. Donc voilà, c'était mon avis sur le premier tiers de Fourth Wing. Désolée si j'ai un peu dézingué et que vous vous attendiez à avoir un avis un peu plus positif là-dessus. Non, c'est pas le cas et je pense très sincèrement que si je le continue, eh ben ce sera pas le cas pour le reste non plus. Mais bref, comme je vous disais, je vais continuer ma lecture de Fleur d'Oko, le tome 2, histoire de décrocher un peu. Et de toute façon, je vais pas tarder à m'endormir comme un gros bébé. Et puis je vous reprends très bientôt. Je suis en week-end. J'ai passé une journée, pas forcément une journée de merde, mais une journée très compliquée. Enfin du coup une après-midi très compliquée parce que je travaillais pas ce matin. Mais je me suis fait l'après-midi. J'ai fini pour cette semaine. Du coup, congé dès ce soir. Demain c'est jeudi et j'ai pas spécialement de choses de prévues. D'habitude je vais randonner avec ma maman, mais là elle est pas disponible. Donc je vais pas randonner du tout. Je vais terminer Fleur d'Oko tome 2 et il me reste... J'ai pas avancé en réalité hier, j'ai dû lire 10 pages et m'endormir. Je suis à la page 446. Je sais plus combien j'avais lu. J'ai lu un petit peu ce matin. Mais en gros, il me reste 150 pages peut-être. Ouais, j'ai avancé un petit peu ce matin, du coup il me reste 150 pages. Je compte le terminer demain parce que j'ai bien avancé dans mes tâches ordinateur, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai un petit peu plus de temps libre pour bouquiner. J'espère le finir et j'ai pas du tout avancé dans Fourth Wing, j'avais absolument pas envie. Je savais que j'allais avoir une journée compliquée à gérer, donc je me suis mis plutôt la musique à fond en conduisant et pas de Fourth Wing. Bref, là-dessus j'ai pas avancé. Je sais pas trop ce que j'ai envie de lire parce que c'est pas que ça me prend du temps, mais un petit peu quand même. J'ai l'impression que ça fait une bonne semaine que je l'ai commencé et du coup j'espère le terminer demain. Ou peut-être vendredi matin, on verra. Dans tous les cas, j'ai envie de lire quelque chose qui se lit vite après ça. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire voter? Parce que oui, c'est vous qui allez voter. Vous allez voter sur Instagram. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, vous n'allez pas à voter, ce sera déjà trop tard. Mais je vais vous faire voter sur Instagram. Qu'est-ce que je lis? Est-ce que je lis ma nouvelle rom-com avec Love Theoretically de Ali Hazelwood avec un trope qui me tente archi.
c'est le trope du fake dating, mais à la sauce Ali Elzowood, c'est-à-dire que notre personnage féminin qui est ici, elle loue ses services de fausse petite amie à des hommes célibataires pour quand ils sont en société, quand ils sont en mariage, ce genre de choses. Bref, elle se fait passer pour leur petite amie moyennant finance, mais a priori il se passe rien, hein, c'est juste faire bonne figure. Et donc on va suivre ce personnage féminin qui va rencontrer ce personnage masculin. Je crois que de base, elle joue la fausse petite amie du frère du monsieur ici. Ça me donne trop envie. Du coup, Ali Elzowood versus RF Kuang avec Yellowface de ce côté-ci. Ici, on est plus dans un peu, pas forcément une satire, mais une critique de la société et surtout du monde de l'édition. Je pense que ça va se lire vite aussi, d'autant plus que c'est un one-shot. Du coup, j'hésite. Est-ce que je lis pour la première fois de ma vie du Rebecca Kuang ou est-ce que je lis Ali Elzowood? C'est vous qui allez choisir sur Instagram. Il y a clairement que moi pour me taper une migraine à chaque fois que je suis en jour de repos. Bon, du coup, même topo par rapport à la semaine dernière. Café contre la migraine. Je me suis fait un petit moelleux, moelleux à la pistache. Je vais déguster ça après ce petit update. Je voulais juste vous dire que hier, j'ai terminé le tome 2 de Fleur de Co. C'était plutôt cool. La fin est quand même vachement ouverte et du coup, je me demande si Laetitia Danaé ne s'est pas laissé la place pour un potentiel troisième tome, alors qu'en réalité l'intrigue principale elle est clôturée. Mais ouais, je me demande s'il n'y aurait pas genre un tome compagnon ou peut-être un autre cycle. Mais en même temps, s'il n'y en a pas, c'est pas dramatique. En parlant de la fin, je l'aime beaucoup. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. C'est quand même assez particulier, mais moi j'apprécie beaucoup. Et en plus je suis très contente parce que j'ai de nouveau fini une duologie, une saga. J'avance quand même pas mal dans mes sagas cette année, je suis vraiment contente, faut que je continue dans la lancée. Mais pour le moment, je suis assez fière de moi. Je voulais juste vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai relevé quelques coquilles quand même sur la dernière partie, sur les peut-être 150-200 dernières pages. Alors autant tout le reste du livre, il n'y avait pas de souci. Mais ouais, sur les 200 dernières pages, je dirais quelques petits soucis d'orthographe ou de conjugaison. Bref, des petites coquilles. Rien de grave, mais bon, pas très professionnel non plus. Autrement, c'était vraiment chouette. J'ai aussi eu ma réponse par rapport au personnage de la couverture où je me demandais si c'était un nouveau personnage ou pas. Je vous dirai pas parce que sinon je vous gâche la lecture. Enfin, après, c'est pas vraiment dévoilé, c'est juste moi comme je me posais la question, du coup j'analysais et puis arrivé à la fin, je me suis dit ok, j'avais ma réponse. Bref, j'ai fini ma petite duologie de fantaisie africaine, très axée sur le féminisme, sur les personnages féminins. Ça a une importance cruciale justement dans l'intrigue et dans l'histoire, dans l'univers. C'est d'ailleurs carrément cool. Je crois que j'en avais pas parlé, mais oui, c'est très axé sur les femmes. C'est les femmes qui ont le pouvoir au niveau politique et au niveau social. Ceci dit, elles n'ont pas le pouvoir de la magie, sauf Oko, et c'est pour ça qu'on la suit et qu'on a une intrigue autour d'elle. C'était vraiment très chouette, mais peut-être un peu long, parce que comme je vous disais, il fait 600 pages, enfin presque 600 pages, et je crois me souvenir que le tome 1 était aussi assez long, il en faisait 500 je crois. On aurait peut-être pu retirer quelques centaines de pages, mais en même temps, je suis pas sûre en réalité. Bref, duologie assez cool, féministe,
pleine de magie, un univers vraiment hyper bien élaboré, hyper bien construit, très axé sur le folklore africain. J'ai beaucoup apprécié, mais c'est terminé. Et je vous disais hier que j'avais mis un post Instagram pour que vous votiez pour ma prochaine lecture. Étonnamment, vous avez voté pour Yellowface de R.F. Kuang. C'était celui-ci ou Love Theoretically de Ali Hazelwood qui est rangé là-bas. Et je pensais vraiment que c'est Ali Hazelwood qui allait remporter le sondage, mais non, vous avez été plus de 70% à plébisciter Yellowface. Du coup, je l'ai commencé hier soir. Je voulais à la base vous laisser de la story pendant 24 heures, et comme je l'ai mis hier matin, j'aurais dû la consulter et mettre les résultats ce matin. Sauf que comme j'ai terminé Fleur de Co en milieu d'après-midi, et du coup le soir je tournais un peu en rond, j'ai pris les résultats et c'était Yellowface qui avait gagné. Donc voilà, plus de 70%. Carton plein, j'ai envie de dire, pour R.F. Kuang. Très étonnant. J'ai lu qu'un seul chapitre, donc je peux pas vous en dire grand chose, mais du coup je vais vous lire le résumé. On nous dit que June Hayward et Athena Liu ont étudié ensemble à Yale, déménagé à Washington après avoir obtenu leur diplôme et sont toutes les deux écrivaines, mais les similitudes s'arrêtent là. Athena est une étoile montante de la littérature et June n'est personne. Après tout, qui s'intéresse de nos jours aux histoires d'une fille blanche aussi banale qu'elle? Lorsqu'elle assiste à la mort d'Athéna dans un accident invraisemblable, June agit donc sans réfléchir et vole le manuscrit que son ami et rival vient de terminer. Un roman sur les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Et si June corrigeait le récit et l'envoyait à son agent comme s'il s'agissait de son propre travail? Et si elle adoptait le nom de Juniper Song et jouait sur l'ambiguïté de son origine ethnique? Quelle qu'en soit l'autrice, ce morceau d'histoire ne mérite-t-il pas d'être raconté? Mais June ne peut échapper à l'ombre d'Athéna et des révélations menacent de faire s'écrouler son succès volé. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour protéger son secret? Comme je vous le disais, j'ai lu un seul chapitre et on voit un petit peu comment s'est construite cette espèce d'amitié, cette relation entre June et Athéna, et on assiste à l'accident qui fait que Athéna décède, et à la fin du chapitre on sait que June a volé le manuscrit. Tout ça sur les 30 premières pages, donc après en réalité j'en sais pas plus que le résumé, donc on va voir comment ça va se passer, mais je crois savoir que c'est quand même une grosse critique envers le monde de l'édition, le monde du livre en général, et je crois aussi savoir que notre personnage principal, June, elle est pas très... disons qu'on va pas forcément l'apprécier et qu'elle va se retrouver dans des situations complètement rocambolesques. J'ai hâte de voir ça, j'ai très hâte de voir ça, mais par contre je sais pas s'il va se lire si vite que ce que je pensais. Il fait 340 pages. On va voir, pour le moment je suis pas encore à fond dans ma lecture, mais j'ai quand même très hâte de continuer. Du coup, je vais démarrer maintenant. Je vais siroter mon déca histoire d'essayer de faire partir la migraine. Grignoter mon petit moelleux à la pistache parce que j'ai trop envie de le goûter, ça sent super bon. Et je continue. Je vous retrouve un peu plus tard sur la même journée puisque je pense que le vlog va être quand même assez long, donc il serait peut-être temps que je m'arrête là en fait. Une fois que la migraine m'a laissé tranquille, j'ai pu avancer dans Yellowface. Je suis à la page 89 au chapitre 6. Du coup, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un petit peu avancé. Et c'est hyper prenant, c'est hyper... je dirais pas addictif, c'est pas le mot, mais en fait je suis plongée dedans et les pages défilent et je m'en rends pas forcément compte. C'est que du positif du coup. C'est d'ailleurs le but de ce vlog, c'était d'éviter la panne de lecture, et je pense que c'est surtout grâce à Yellowface que j'évite cette panne de lecture, puisque pour rappel j'ai lu et terminé Fleur de Co, le tome 2 ici, qui était très chouette mais qui était quand même assez long, qui faisait 600 pages, et au bout d'un moment j'avais l'impression que j'allais jamais arriver à la fin, mais j'ai réussi. Aussi, autre rappel, j'ai commencé à écouter Fourth Wing, et alors pour tout vous dire, ça fait 2 ou 3 jours que je l'ai pas repris parce que hier et aujourd'hui j'étais en repos, du coup
comme je conduis pas, eh ben j'ai moins la tentation d'écouter un livre audio. Et franchement, j'en ressens pas le manque. Et mercredi étant une grosse journée stressante, j'ai préféré me focaliser sur la musique plutôt que sur la lecture audio. Donc ça fait au moins 3 jours que je l'ai pas écouté et honnêtement, je ressens pas le manque, je ressens pas le besoin d'approfondir cette lecture. Donc je pense que pour le moment, c'est un abandon assez léger, assez doux. On verra si Fourth Wing ressort à la sélection du prix Babelio. S'il ressort, eh bien, je continuerai de l'écouter puisqu'il me reste 15 heures sur les 22. J'ai écouté un tiers. Et s'il ne sort pas, qu'il ne fait pas partie de la sélection, eh bien, ce sera un abandon pur et simple. Et sinon, pour en revenir à Yellowface, j'aime beaucoup. Je suis dégoûtée parce que j'ai un petit peu abîmé mon livre. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. En fait, je l'ai mis dans mon sac quand je suis allée voir la flamme olympique qui passait dans ma ville. Et je me suis dit, bon, si jamais je suis un peu trop à l'avance pour me caler, pour avoir un bon point de vue et que j'ai du temps à passer, eh bien, je prends Yellowface avec moi et comme ça, je lirai. Et puis finalement, bon, j'ai pas eu le temps de lire, hein, c'est pas de souci. Mais du coup, je l'ai abîmé dans mon sac et je suis dégoûtée parce que c'est, en fait, autant à la caméra, ça se voit pas beaucoup, mais moi, je le vois et c'est super moche, ça m'énerve. Mais bon, je peux rien y faire, malheureusement. Autrement, que vous dire, à part que c'est addictif, comme je vous l'ai déjà dit, c'est trop bien. En fait, on est vraiment focalisé sur l'appropriation du manuscrit d'Athéna de la part de June. Donc Athéna est morte, elle meurt dans le premier chapitre en fait, hein, on le sait tout de suite, c'est pas un spoiler. Et June a récupéré son manuscrit qui est terminé et en fait les chapitres que j'ai lus, c'est elle s'approprie l'histoire, elle s'approprie le travail d'Athéna, elle le réécrit en grosse partie à sa façon, mais elle s'approprie quand même les idées de sa défunte amie. Et c'est vraiment focalisé sur cette appropriation des idées du travail d'une autre personne qui n'est plus là pour se défendre. Je trouve ça hyper intéressant. Jusqu'à présent, c'est surtout au niveau de l'édition, de tout ce qui se passe avant qu'un livre sorte, puisque là, comme je vous le disais, je suis à la page 89. Il s'est passé environ 9 mois depuis le décès d'Athéna, depuis le premier chapitre. Parce qu'en fait, dans le chapitre 2 ou le chapitre 3, on nous dit oui, ok, le livre va être publié, mais il faut mais ça prend environ 15 mois. Et là où j'en suis, il reste 6 mois avant la sortie du bouquin. Donc il y a du temps qui est passé et on s'intéresse pas du tout au travail, pas du tout, très peu, au travail de deuil, puisque de toute façon, June, elle nous le dit, Athéna c'était son amie sans être vraiment une amie très proche, du coup elle est touchée mais pas autant qu'une amie devrait l'être par le deuil. C'est hyper intéressant et j'ai qu'une envie en fait, c'est de le continuer, de le dévorer. C'est aussi pour ça que je vous filme cette conclusion, parce que demain je reprends le boulot, donc je sais que j'aurai pas le temps de le faire ni demain ni les jours suivants. Par contre, ce soir, je vais continuer à lire parce que je suis à fond en fait, j'ai vraiment envie de le continuer. Et encore une fois, c'est, je pense, grâce à Yellowface que j'évite la panne de lecture pour de bon, que je me suis relancée dans un fort mood de lecture. Et c'est tant mieux. Il y a aussi le fait que j'ai fait quelques achats livresques qui rentrent en compte. Ça m'avait vachement relancée. J'étais trop contente en fait quand j'ai acheté mes livres. D'ailleurs, j'en ai acheté encore un autre, mais je vous le garde pour un book haul. Bref, il est temps que je m'arrête là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!